Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont détruits dans le monde. L'exploitation forestière n'est pas seule responsable. L'extension des terres agricoles et l'urbanisation sont souvent les premières causes de déforestation. Il devient urgent de préserver nos forêts, mais l'exploitation des ressources forestières pour nos besoins en bois et papier est aussi une nécessité. Pour allier protection et exploitation, une gestion durable des concessions forestières apparaît comme l'une des solutions. Exemple au Gabon, un pays couvert à 85% de forêts qui s'est doté en 2001 d'un nouveau code forestier. Aujourd'hui, tous les exploitants gabonais ou étrangers doivent gérer et exploiter durablement la forêt. À 8 heures de voiture de Libreville, la concession forestière sous aménagement durable du Haut-Tabanga, d'une superficie de 288 000 hectares, est exploitée par une société française. Denis Cordel, son directeur, retrouve ses abatteurs. Bonjour, ça va? Tu vas nous faire un bel abattage, hein? Le Koumé, c'est un 120. Oui, c'est bon. Oui, c'est déjà des beaux morceaux. Alors là, c'est difficile parce que là, il y a un arbre à protéger à côté, hein. Donc il va tomber par là, hein. Donc on sélectionne la direction dans laquelle il tombe pour limiter les risques. Les risques aussi bien évidemment d'abord la sécurité des personnes, mais aussi de choisir la zone dans laquelle on fait tomber, de façon à ce qu'il ne crée pas de dégâts sur des arbres qui seraient potentiellement bons. Donc on protège les arbres pour différentes raisons. Là, dans ce cas-là, c'est un Neyoum, c'est un arbre d'avenir, ça veut dire qu'on pense que dans 25 ans, il aura grossi suffisamment pour être exploitable, donc il ne faut pas l'abattre, il ne faut pas l'abîmer. Si on prend l'autre arbre qui est ici derrière nous, c'est ce qu'on appelle ici localement un noisetier, donc c'est un arbre fruitier, donc qui sert aussi bien pour les animaux que pour l'alimentation humaine, donc on le protège. Les autres cas de protection, c'est des espèces protégées, comme le moabil, douka, l'osigo, ou aussi des arbres à caractère social, donc des arbres sacrés, que l'on doit protéger, parce qu'au niveau des populations, ils ont un caractère sacré, et donc on doit absolument les protéger. Et le noisetier, hein. Ouais, j'ai peur que... Le noisetier, déjà, il est foutu. Hein. Il n'est pas parti où il devait partir, celui-là. Bon, mais les deux arbres d'avenir sont protégés, quand même. Ils sont là. Donc, en fait, là, une concession forestière sous aménagement durable, on va la découper en une ou deux grandes parcelles qu'on exploitera sur 25 ou 30 ans. Chacune de ces grandes parcelles, on va la découper en 5 morceaux de 5 ans chacun, si on part sur une base de 25 ans. Hein, et ce morceau de 5 ans, on va le découper en morceaux d'1 an. C'est-à-dire qu'en fait, on exploite 1/25e du total et le reste, on le laisse se reposer. Et ce morceau d'1 an, et ben après, on va le découper en petites parcelles d'une semaine et puis on va passer d'endroit à endroit en comptant toutes nos billes. On reviendra au même endroit que dans 25 ans. Donc la forêt aura le temps de vivre tranquillement et de repousser, de regrandir, de reprendre et d'absorber du carbone pour l'environnement. La possibilité d'exploiter une concession industrielle sur 25 ou 30 ans est un des principaux dispositifs du Code forestier de 2001. Auparavant, la durée des permis d'exploitation était plus courte, entraînant un changement trop fréquent d'exploitants sur une même parcelle. La mise en place d'une rotation de coupe était impossible. Aujourd'hui, la loi impose à chaque titulaire de permis forestier d'établir un plan d'aménagement. Angie Yangemba est ingénieure des eaux et forêts. Elle travaille au sein de la cellule d'aménagement de la CFAD du Haut-Tabanga, où sont regroupées toutes les informations recueillies sur le terrain. J'aimerais bien qu'on aille contrôler, il aurait peut-être dû être refusé. Il faut s'assurer que les abatteurs, soit ils ont réussi à le faire tomber parallèle, s'assurer que le houppier ne soit pas dans la rivière. Et si c'est le cas, reprendre le pisteur et l'abatteur et leur refaire une petite formation là-dessus. Un plan d'aménagement, c'est, on va dire, un document administratif dans lequel est consigné les différentes programmations de l'exploitation, aussi bien à court, à moyen qu'à long terme. Et il faut le préciser, en fait, le plan d'aménagement, il est destiné aux autorités des eaux et forêts. En fait, c'est à eux de le valider ou de l'invalider. Le plan d'aménage permet de savoir qu'à tel ou tel moment, on a la possibilité de sortir telle quantité de bois de forêt. Donc on peut parfaitement gérer la ressource dans ces cas-là.
Pour établir ce plan d'aménagement, l'exploitant forestier doit obligatoirement effectuer un inventaire d'exploitation 1 an avant les opérations d'abattage. Tous les arbres exploitables d'un diamètre de 50 cm à 1 mètre sont comptés. L'inventaire d'exploitation, en fait, c'est l'opération durant laquelle les arbres, la ressource forestière, pour être plus précise, est inventoriée. C'est-à-dire que chaque zone de la concession est inventoriée. C'est vraiment une vue précise, en fait. On sait exactement où se trouve la ressource et en quelle quantité, en fait. Je vois RP, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire que cette essence-là, que ce bois, c'est un Okume A. OA, c'est Okume A. RP, ça veut dire que c'est un bois qui a été refusé parce qu'il est situé sur une pente trop forte. Donc, à peu près combien? À peu près 50%, on n'exploite pas le bois. Sinon, les conséquences de l'érosion sur ces terrains seront désastreuses. Donc, sur les pentes, les terrains à forte pente, l'exploitation est totalement interdite. Il y a des restrictions d'exploitation dans ces zones-là. Choisir les arbres à abattre est un travail de longue haleine. De nombreux critères sont pris en compte et même après les inventaires, l'abatteur a toujours le dernier mot. Alors, cet abattage, il est beau celui-là. Le pisteur qui fait le choix des bois qu'on a à abattre. L'abatteur aussi peut faire la même chose que le pisteur. Donc l'abatteur peut refuser s'il voit que, par exemple, s'il venait, celui-là, prenons l'exemple de celui-là, s'il avait un trou, supposons, quand il met ça ci, il trouve qu'il est pourri au cœur, il peut le laisser debout. L'abatteur peut le laisser debout, il lui dit non, je ne peux pas l'abattre parce qu'il est pourri à l'intérieur. Il peut aussi le laisser debout par forme. Par forme, s'il voit que là, c'est une mauvaise forme, le bois n'est pas vraiment bien formé et tout, il peut le laisser debout. Le principe de l'aménagement durable, c'est de dire on ne prend de la forêt que ce qu'elle peut nous donner. La forêt, elle a un capital et on en prend les intérêts. C'est-à-dire qu'on sélectionne par essence et par diamètre les arbres que l'on prend de façon à ce que lorsqu'on reviendra dans 25 ans sur la même zone, la croissance naturelle des arbres aura permis à la forêt de se reconstituer. La logique économique serait de replanter les essences qui nous intéressent le plus et qui poussent le plus. Mais on modifierait l'écosystème. Le but du jeu, c'est de ne pas modifier profondément l'écosystème existant. En fait, l'impact principal que l'on fait, c'est les routes. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'exploitation à faible impact, sur le travail des ouvrages d'art, des parcs, de rupture, pour limiter au maximum l'impact sur la forêt. En définitive, le but des plans d'aménagement, c'est de pouvoir exploiter, c'est vrai, mais de rendre dans 25 ans, c'est-à-dire après la rotation, de pouvoir rendre aux populations une forêt qui aurait subi le moins d'impact possible. Puisque tout aurait été conservé. On aurait conservé les rivières, on aurait respecté les différents diamètres d'abattage. Donc je crois vraiment que le plus important, ce qu'il faut noter, c'est que les forêts seront restituées aux populations dans un état, on va dire dans un bon état. Les grumes sont regroupées dans un débarcadère avant d'être expédiées vers les usines de Libreville par voie ferroviaire ou à Port-Gentil par voie fluviale. Donc là, on est sur le parc ferroviaire de Njolé, qui pour nous est un parc provisoire, le nôtre est en réparation. Et donc vous voyez là, nos grumes, elles sont parfaitement identifiées. Et là, vous avez à côté un tas des grumes d'un confrère, où vous voyez simplement apparaître le numéro de la grume, mais ça ne vous en donne pas l'origine précise. Vous voyez là un certain nombre de renseignements qui donc en fait sont d'une part la concession forestière sous aménagement durable du Haut-Tabanga, donc qui vous donne la zone dans laquelle a été produite. L'assiette annuelle de coupe 2206, ça veut dire que c'est dans l'unité forestière d'aménagement numéro 2, l'unité forestière de gestion numéro 2, l'assiette annuelle de coupe numéro 6. Donc on pourra la retrouver, on pourra même retrouver la position précise de sa souche, l'endroit où elle a été abattue, comment elle a été abattue, par qui, à quelle date. Donc c'est ce qu'on appelle la traçabilité. C'est pour garantir toujours au client final, à l'utilisateur final, que le bois il est bien d'une origine contrôlée et qu'il provient bien d'une forêt correctement gérée. Mais pour les 225 petits exploitants gabonais, faire un plan d'aménagement durable est une lourde tâche. Leurs concessions sont trop petites pour instaurer une rotation de coupe sur plusieurs parcelles.
Le gouvernement gabonais, désireux d'étendre la démarche de gestion durable des forêts aux titulaires de petits permis, a donc mis en place à Libreville la cellule Petit Permis, avec le soutien de l'Agence française de développement. Cette structure leur permet de se regrouper pour obtenir une surface forestière d'au moins 50 000 hectares, seuil minimum pour exploiter durablement la forêt. Franck Chambrier s'est associé à un autre exploitant. Ils ont signé il y a 8 mois une convention provisoire d'aménagement avec l'administration forestière. Ils ont 2 ans pour préparer leur plan d'aménagement. On va se mettre à l'intérieur, monsieur Mortier. Vous allez nous dire un peu... Oui, disons que on va faire le point avec eux. Franck Chambrier rencontre régulièrement Philippe Mortier, le conseiller principal du projet Petit Permis, et l'équipe de l'AFD. On a commencé à faire le léonage, les limites du permis. Et avec le soutien du projet, nous avons mis en place tout ce qui est inventaire d'aménagement. Donc appel d'offres pour avoir une équipe capable de réaliser ce travail. C'est un inventaire statistique, donc on ne compte pas tous les arbres de la forêt, mais on fait des layons espacés de à peu près 1 km, 2 km. Et sur ces layons, on a des parcelles d'inventaire sur lesquelles on compte d'une part la régénération pour avoir une idée de la forêt dans le futur, mais on compte aussi les arbres, une estimation des volumes exploitables sur la concession et ainsi de pouvoir faire ce qu'on appelle des rotations. À partir des résultats, on pourra découper en assiettes équivolumes. Donc par exemple, ici, on aura une assiette de coupe pour l'année 2010, puis en 2011, on passera ici, et en fin de rotation, on sera, disons, en 2029, donc 25 ans ou 30 ans après, et on reviendra en année 2030 sur la première assiette de coupe où on retrouvera les mêmes volumes qu'initialement. Cette méthode de gestion leur permet d'exploiter leurs concessions dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on va dire qu'on travaille de manière, entre guillemets, scientifique, de manière plus rigoureuse. On sait où on va et on sait ce qu'on va trouver. Mais pour nous, qui rentrons dans ce processus, c'est quand même des contraintes. Parce qu'on n'abat pas les bois de la même façon, avec d'autres matériels. Il y a une nouvelle façon de travailler, donc il y a de la formation, il y a des coûts. Mais à terme, si vous voulez, le retour sur investissement doit se faire aussi bien pour nous autres exploitants, mais également pour notre environnement. Les titulaires de petits permis se partagent ensuite les bénéfices de leurs exploitations gérées en commun. Pour Franck Chambrier, avoir un associé est une nouveauté. Donc il y a un autre pan, c'est-à-dire qu'est-ce que Jonas et nous on fait. On s'associe vraiment, on met les machines ensemble, il me donne de l'argent à la fin du mois. Non mais c'est le nœud du problème, enfin c'est le problème principal du projet. C'est ensuite de faire vivre ces regroupements. Parce que... Mais la culture, notre culture, enfin la culture française aussi peut-être, je sais pas, mais la culture bantou, à mon sens, je me trompe peut-être, j'ai pas l'expérience de mes aînés, mais c'est difficile de mettre 2 Gabonais sur la même table, dire bon maintenant on travaille, on partage l'argent, on fait tout ensemble, etc. Il y aura une redistribution des revenus en fonction de la surface et de la richesse de chacun des permis. Donc en fait, maintenant c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe actuellement, donc on exploite, et puis en fonction de ce que l'exploitant retire, il y a une redistribution finalement vers le titulaire de permis. Ça offre quand même à des exploitants qui se sont regroupés le fait d'avoir un revenu économique qu'ils vont tirer d'une exploitation plus grosse que la leur parce qu'ils se seront mis à plusieurs et bien qu'on n'exploite pas leur permis. Et ceci sur la durée. Donc c'est en ça que c'est intéressant et c'est ce qui va permettre, de notre point de vue, à ces exploitants, à ces titulaires, de s'engager durablement dans la démarche parce qu'ils vont trouver un intérêt économique sur la durée également. Et c'est là que c'est bien, et je pense que les Gabonais ont à y gagner. Et le projet et l'administration doivent évoluer aussi, en même temps pour former davantage, encadrer davantage, soutenir davantage et aborder l'ensemble de ces aspects pour faire en sorte que demain, la forêt soit gérée par de véritables entrepreneurs gabonais. La cellule Petit Permis offre aux exploitants gabonais un appui technique, mais aussi juridique et financier. 75% des coûts de leur aménagement durable sont pris en charge par le ministère des Eaux et Forêts gabonais, grâce à un prêt français accordé par l'AFD. Florian Raffatin est chargé de mission à l'agence AFD de Libreville. Durant le projet qui va s'étaler sur 5 ans, l'objectif est d'amener
environ 2 500 000 hectares de petits permis sous aménagement durable. Sachant que la population est estimée environ à 3 millions d'hectares pour cette taille d'acteurs. Donc on aura normalement je dirais, la quasi-totalité de ces petits permis qui seront mis sous exploitation durable. La forêt, si on ne la gère pas durablement, elle va disparaître. Si on a affaire à des gens qui la coupent sans se préoccuper de ce que sera sa régénération, on va avoir un sérieux problème. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas verser non plus dans l'extrême inverse. Et il ne faut pas dire, pour préserver la forêt, il faut la mettre sous cloche. C'est un non-sens, parce qu'on sait très bien que ce sera complètement impossible à faire. Donc, la voie qui nous paraît, nous, l'alternative, c'est d'amener les acteurs à une gestion et une exploitation raisonnée de la ressource. Oui, je le dis quand même. Tous les petits exploitants gabonais n'ont pas encore rejoint la cellule Petit Permis. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. S'ils n'établissent pas un plan d'aménagement, l'État, propriétaire des forêts, peut leur retirer leur permis d'exploitation. Le gouvernement veut ainsi lutter contre les coupes sauvages qui menacent la forêt. Avant que ces lois ne soient mises en place absolument, les forêts étaient en danger. On ne respectait aucun diamètre de coupe. On avait le droit de venir dans les forêts et d'abattre des bois même de 20 cm de diamètre. Donc c'est vrai, aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour pérenniser la ressource. Les choses ont vraiment changé. Il n'y a rien à dire. Le bois provenant du Gabon est principalement expédié vers l'Europe et l'Asie. 60% est constitué d'okoumé, un bois utilisé pour la fabrication de contreplaqués de qualité. Les grumes sont acheminées telles quelles ou bien directement transformées au Gabon. Près du port de Libreville, l'usine de contreplaqué d'Owendo utilise plus de 60 000 m3 de grumes chaque année. Étienne Bertrand dirige cette société française. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle le parc à bois. Le parc à bois, c'est notre réserve de grumes. Vous avez ici donc à peu près 4400 m3 de bois. On va choisir là-dedans, en fonction de ce qu'on veut faire, on va choisir l'habit qui nous intéresse pour faire un certain type de plaquage qui nous servira ensuite à réaliser nos contreplaqués. Il faut savoir que, en gros, sur un hectare de forêt, vous allez réceptionner un, peut-être 2 arbres. D'accord ? Donc vous avez intérêt à exploiter de la meilleure façon possible chaque arbre qui vous arrive et à l'exploiter, l'utiliser dans un contreplaqué au meilleur endroit possible. Le bois utilisé dans cette usine est labellisé FSC, un écolabel international. Il provient de forêts gérées durablement. Ce label, créé en 1993, est une initiative des industries forestières et des associations écologistes. Au Gabon, déjà près de 2 millions d'hectares sont certifiés FSC. Quand vous intervenez sur une forêt, sur une concession qu'on exploite, il est hors de question qu'on ait détruit ou même pollué l'environnement extérieur de ces 2 arbres-là qu'on va prélever, à tel point que quand vous essayez de visionner une zone qui est déjà exploitée d'une zone qui est encore à exploiter, visuellement, vous ne voyez pas la différence. Le principe, c'est ça. Vous ne devez pas voir notre intervention en forêt. Donc il y a 2 arbres qui ont disparu, on voit ces 2 souches-là, mais hormis ça, il n'y a pas d'impact. D'autre part, on fait en sorte qu'on soutienne un certain nombre d'actions vers la faune, vers la flore et puis vers les populations locales. L'ensemble de ces prescriptions-là, de ces principes-là, le respect de toutes ces choses-là, fait en sorte qu'on obtienne ce label FSC. La transformation du bois entraîne inévitablement des déchets. La sciure et les chutes servent de charbon de bois ou de combustible pour produire notamment de l'électricité. Vous avez ici des plaquages. En fait, nous, on s'en sert comme source d'énergie. Vous voyez les chaudières qui fument derrière. D'une façon générale, on va utiliser ici quasiment aucun pétrole, en tout cas en tant que combustible. Il se trouve qu'FSC, évidemment, encourage ce genre d'initiative, mais pour autant, on a appliqué ces principes-là pour plusieurs raisons. Des raisons économiques, évidemment, et puis aussi des raisons de simplement, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Vous allez, en gros, avec 2 m3 de grumes, vous allez fabriquer 1 m3 de contreplaqué. Ce qui veut dire que vous allez récupérer 1 m3 de déchets. Évidemment qu'on ne peut pas, nous, stocker des quantités importantes de déchets comme ça dans un environnement qui est quand même un environnement globalement urbain.
derrière, vous avez des zones protégées de mangrove. Vous ne pouvez pas jeter comme ça tous ces produits-là. Donc, on va avoir tendance à les utiliser aussi, simplement, pour pouvoir ne pas être encombré au bout d'une année avec des tonnes et des tonnes de ces produits-là. Hormis sa magnifique forêt terrestre, le Gabon possède également une mangrove très étendue. Son écosystème est fragile, sa dégradation rapide est préoccupante. Comme toutes les mangroves de la planète, elle est menacée par les activités humaines, les pollutions et le réchauffement climatique. Constant Alogo, président de l'ONG gabonaise GAD, le Centre d'action pour le développement durable et l'environnement, s'investit pour préserver cette forêt de mangroves. La mangrove a plusieurs rôles essentiels, j'en citerai deux. Le premier, c'est le rôle physique qui stabilise les rivages. Donc la mangrove fixe le sol et ça lutte fortement contre l'érosion. C'est l'un des premiers rôles. Et le deuxième rôle, c'est par rapport aux poissons, la régénération même des poissons. Parce que les gros poissons ne peuvent pas venir dans la mangrove pêcher les petits. Et ils se faufilent dans les racines de mangrove pour se cacher. Donc voilà, principalement, ce qui nous amène à protéger la mangrove. Au nord de Libreville, les pêcheurs du parc national d'Akanda utilisent le bois de la mangrove pour se chauffer et fumer leurs poissons. L'ONG GAD, avec l'appui financier du Fonds français pour l'environnement mondial, leur propose d'utiliser un autre combustible. Tu vois, il y a plein de tas de sciure. Ce sont ces tas de sciure que les dames utilisent avec ces gros bois-là qu'elles mettent en bas. Elles posent la sciure dessus et c'est avec ça qu'elles fument le poisson. Ok, donc elles ont complètement arrêté d'utiliser le bois de la mangrove? Oui, par ici on a complètement arrêté d'utiliser le bois de mangrove. La sciure vient des scieries, donc c'est des résidus. Ouais. Il y a une scierie à côté, donc c'est des résidus qui ne sont pas utilisés par la scierie, qui ne sont utilisés par personne, mais récupérés aujourd'hui par les femmes pour fumer le poisson. Et c'est un très bon combustible. La zone qu'on vient de traverser a été couverte de mangroves. Bon, il y a encore quelques bosquets de mangroves derrière nous. Vous voyez un peu la dégradation de la mangrove. On l'a coupée pour fumer du poisson parce que ces fumoirs-là étaient dans la mangrove. Aujourd'hui, il n'y a plus de mangrove. Il ne reste plus que des fumoirs de poisson. Ce qui veut dire que demain, si aujourd'hui on avait continué à couper la mangrove pour fumer ce poisson, les bosquets de mangrove qu'on a derrière, on ne les aurait plus. Oui, bon, ici, ils ont arrêté de couper depuis. Et c'est une mangrove qui a résisté à la coupe, quoi. Et les zones qui n'ont pas du tout été touchées, ou du moins qui ont été coupées avant, et qui n'ont pas plus jamais été touchées, ça, il y a de la repousse. Malheureusement, dans la politique de gestion des forêts au Gabon, la mangrove n'est pas incluse. Malheureusement. Mais il nous revient effectivement de montrer la nécessité de protéger cette mangrove. L'effort que nous faisons au niveau d'Akanda doit nous amener à intégrer la mangrove dans la politique gabonaise de gestion des forêts. Le plus important pour moi, quand on parle d'aménagement, c'est pour pouvoir permettre plus tard à mon fils, au fils de mon fils ou à mon arrière-petit-fils, à mes descendants, de pouvoir profiter de la forêt comme moi j'en profite aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de gérer durablement nos forêts, de gérer durablement les forêts gabonaises. Avec ses 20 millions d'hectares, la forêt du Gabon fait partie du deuxième bassin de forêt tropicale au monde. Sur les 12 millions d'hectares concédés à l'exploitation forestière, 7 millions sont gérés durablement. De plus, 3 millions d'hectares sont des aires protégées et des parcs nationaux. Si la volonté du gouvernement gabonais est claire, les moyens manquent pour que la législation soit respectée partout. La capacité de contrôle de l'administration forestière est limitée. Même si certains pays comme le Gabon gèrent et exploitent mieux leurs forêts, les ressources forestières mondiales disparaissent et se dégradent malheureusement à un rythme alarmant. Les forêts couvrent 30% de la superficie émergée de la planète. Les respecter est un enjeu essentiel.